Un. Kéro. Premier contact. La route dans le noir. La densité du trafic à minuit et sur les extérieurs. Reflet à peine perceptible des villes d'Héliopolis. Dans le gouffre de la cité des morts, présence monumentale, tapis dans l'ombre de la nuit. Profil couleur terre et désert qui progresse sur les parois de la nuit. Approche de la citadelle face au Mokatam, terre, roche nue. Aigri de lune en pleine ville, empire de la poussière. Puis, l'île de Rhoda, les berges du Nil, fleuve hautain, fugue silencieuse. Le matin, les odeurs, les bruits, les couleurs de la ville. Tôt, l'odeur des fèves et de la poussière. Bruit du poulailler en pleine ville sur fond de trafic. Soleil qui perce tôt, amoindri par un voile de brume. Vendredi 28 décembre. Jour clos au Caire. Marche irrésistible dans l'immense métropole. Regard d'éternité sur les berges du Nil. Silencieuse métamorphose à partir de la progression lumineuse sur les heures du jour. Circulation intense alors que ces jours chômés. Beaucoup de belles villas des années 20 détruites pour qu'à la place surgissent quelques verticalités monstrueuses. Kéro est une ville qui continue à être animée par l'esprit de la ruine. Un pas en avant dans la grandeur de la ruine. Ville de poussière qui colle à la peau, à la pierre, perturbe la lumière. La ville coloniale est encore majestueuse et grouillante d'une foule hautement porteuse. Passage comme un éclair sur une route suspendue à 10 mètres ou plus du sol et qui survole un paquet empoussiéré de minarets, de dômes, couleur terre, comme si les grains de poussière des berges terreuses du Nil s'étaient en un instant agglomérés selon les formes sophistiquées et savantes. Foule immense aux abords d'El Hussein, Batnia, le quartier de la drogue, et des fumeries investies par des flics, pièces en bois sans conscience qui quadrillent sans savoir le quartier visé. Suie de poussière, tas d'ordures, cadavres, odeurs fortes, les chats sont costauds pourtant. De temps en temps, un sabile, une école, un monument d'une beauté immense, encrassé comme effacé par les couches des siècles. Il faut un effort pour voir la finesse des détails, rosaces, arabesques et autres formes géométriques. Les vestiges des siècles qui deviennent ésotériques
qu'il faut envisager avec effort derrière le masque de la crasse. Et les choses sont à leur place, à l'ombre de tels monuments médiévaux, des lambeaux humains, des mendiants opiomanes en état de manque, le masque torsionné. Ils n'ont pas leur dose. Les étals sont rangés, les fumeries fermées, le quartier investi par la juvénile et noire flicaille aux chevilières blanches. Samedi 29 décembre. Marcher au Caire pendant des heures jusqu'à l'oubli de soi. La marche pour l'exercice mystique jusqu'à la transe. L'outrance dans laquelle on met à l'épreuve l'esprit et le corps. Le règne, l'empire de la poussière. Les voitures partant à droite, à gauche. Dans les cieux, la ville est un immense écran de moteur qui ronronne, qui roucoule, qui roule. Traversée d'un chemin de fer, Helwan, Tahrir, dans la poussière, dans l'amas d'ordures, la vie collée à l'espace de la mort, la nourriture collée si près des déchets, préparer sa cuisine sur le champ de l'ordure, manger à côté de son caca, construire du provisoire, du dérisoire dans la ruine. Proliférante humanité, masse où l'individu semble être sans importance, immeuble de 4, 5, 6 étages rudimentaires en face du cimetière des Coptes catholiques, du cimetière international du Caire. Face à la mosquée d'Amer, construite, rebâtie, restaurée, le sens absurde de la restauration dans une ville où la ruine est universelle, où la ruine n'est pas un espace qui menace, qui dit le danger, la crainte, la mort. La ruine apprivoisée de l'impossibilité de faire le lien, de l'imagination, du mythe. Marcher dans le cortil froid de la mosquée Amer, les nattes crasseuses, la pauvreté de l'espace, qui serait celle rudimentaire du premier islam, latte de bois qui laisse apparaître le jour à travers un plafond sur le point de s'effondrer. Au fond, derrière la travée sud, sur le mur de la Qibla, un tombeau, serait-ce celui du compagnon général, intrigant, conquérant de cette terre, fondateur de la présente mosquée? Celui qui attaqua la vieille Babylone, la forteresse aux trous cylindriques qui a succombé sous ses coups? Reste ce vieux Caire, entre églises, couvents, synagogues, rues pavées, dans un domaine réservé qui finit dans l'aridité du désert gris. Devant, le train, la station, les écoliers en uniforme par grappes, étrangement propres dans cet espace tant honoré par la saleté. Âne malade entre la poussière du désert et la fumée des fours, des argileux, artisans qui travaille la terre dans la souplesse et lui donne forme. La joie de voir dans une terre d'islam, à majorité sunnite,
les signes des autres croyances, la croix, la parole évangélique, passée à l'épreuve de la langue arabe pour que son universalité se vérifie. Avancer dans un Caire sans aucune attirance particulière, paysage qui ne laissera ni trace, ni vestige dans l'histoire. Espace sur mon itinéraire occupé par une foule immense, où les robes noires sont signes de deuil, corpulentes pleureuses aux gestes amples. Parfois, jeunes filles aux robes gitanes, fleurs et bigarrures du siècle Mika, qui ajoutent des couleurs à la dure et dominante uniformité de ces tribus de dames corbeaux qu'on voudrait entendre croasser. Beaucoup de ces dames trônent sur leurs étals de fruits, de légumes, de pain, de gâteaux ou de je ne sais quels autres abats, immenses et profonds ustensiles, d'où sortent de partout intestins blancs atteints de jaunisse tripe, comme en harmonie avec l'incontinente grisaille de la poussière. Chamelles blanches, trottant dans la foule des hommes. Bistrot cradingue où l'on sirote thé, café, où l'on fume le narguilé, chèvre noire, bélier grand et magnifique, décoré, peinturluré, toison superbe et anormalement propre dans ce triomphe de la saleté. Mules, ânes, chevaux dont l'odeur des excréments apporte une joie supérieure aux odeurs qui émanent des âcres plats graisseux destinés à la nourriture des hommes. Apparaissent, disparaissent les minarets, fusées aux couleurs d'argent sur les pointes de la citadelle. Note ininterrompue de klaxons qui pourchassent les djinns, qui accompagnent nos pas, amis invisibles et attentifs à notre désert intérieur. Chiens robustes, à tendance sauvage, ils sont zen, ils savent circuler discrets dans l'immense foule des hommes. Ils rasent les murs et prennent proie sans acharnement dans ce qui traîne, dans les déchets que les pas drainent, ordures à ciel ouvert. À croire que, malgré la patente pauvreté, il y en a pour tout le monde, hommes et bêtes. La fatigue commence à s'insinuer dans les membres, atteindre la transe par la voie de la marche forcenée dans une ville inconnue ou ignorée, mettre ses pas dans des quartiers sans attrait pour le visiteur, ni monument, ni histoire, rien que la vie de tous les jours. Retrouver l'épiphanie, l'apparition, la vision dans ce trajet dont pas une trace ne sera enregistrée dans la mémoire de l'histoire. Rien que des mémoires personnelles qui perpétuent les souvenirs d'être ordinaires jusqu'à ce qu'advienne l'œuvre de l'oubli.
Marrakech, samedi 27 février. Le monde, la ville, à travers les créneaux. La ligne violette du mur de Bougainvilliers qui clôt le jardin de la Mamounia. Les tombes, taches luisantes, flottant au-dessus de la terre graise. Le soleil s'effaçant dans la brume, c'est un orage qui se cache derrière le rideau, plus en ouest, de Jbel Geliz. La brume flotte, elle efface la base des Jbilettes. Quant à moi, parfait, droit, souverain, la crinière au vent. Le soleil disparaît à quelques degrés de la perspective de l'avenue Mohamed V. Il disparaît avant qu'il ne soit avalé par l'horizon. Et là où il a disparu, le ciel se teinte d'ardeur retenue. Le froissement d'ailes de l'ange fébrile, l'immense rumeur de la ville, la fusée désespérée des hirondelles, le jardin du consul, désert. Les palmes dansent, les lampadaires de la ville s'allument, chapelets, colliers de pierre qui brillent, le vert tendre des jardins de l'Agdal. L'Atlas, totalement couvert. Les monticules du nord flottant comme dans un paysage de peinture zen. La très lente descente de la nuit reste belle dans ce mélange de bleu et de rouge qui se mêle aux vapeurs. La ville s'active. Elle déploie une énergie intense dans la pure perte de la dépense. Je vois s'inscrire plein sud la première étoile et d'autres encore. Les appels à la dépense, à la débauche se répartissent dans la ville selon ses rouges et ses haltes hiérarchisées. La place Jamal Fna grouille de monde. C'est vraiment la communion du peuple dans le spectaculaire, dans cette façon d'investir vers l'ouverture magique qui peut trouver solution à vos problèmes. L'enchantement de la place au crépuscule, entre les raïtas qui lancinent, le chant des cassettes qui crépitent, la mauvaise musique des travestis qui dansent en faisant vibrer le bassin, parodie érotique qui cherche à nous procurer le transport vers le dégoût. Entre ceux qui jouent à la force, haltérophiles sans rite, boxeurs aux yeux rouges, équilibristes de pacotille. Non, ce n'est pas l'heure du compteur, dans le vent vif qui passe par la glace de l'Atlas et qui se mêle à la poussière de la ville, marquée par l'odeur forte du mouton qu'on grille, qu'on rôtit, qu'on cuit dans la cendre, odeur qui vous arrache le cœur, des têtes et des joues, odeur de rate farcie, de foie et de rognons qui sentent la pisse. Parmi la musique qui miaule comme un orchestre de cour débarqué de la tradition vietnamienne. Filles belles, très jeunes, qui draguent, tu ne sais pas si elles le font pour le plaisir ou le fric. Tu ne sais pas si ce sont des disponibilités ponctuelles ou si ce sont des putes. Il y en a une qui semble déjà dans une opération professionnelle au sortir du Méla, traînant devant les vitrines du souk des orfèvres. Une autre, noiraude, semble fascinée par l'amitié et le jeu de l'amour. La pute aux jambes franchement poilues, très laides, tapinant près du palais de justice, en face de mon hôtel. Elle me sourit. Le désir ne la répugne pas, je dirais même que quelques mystères en elle attirent. Ses dents jaunes et érodées, ses yeux mouillés aux cils courts, son visage boutonneux.
La ville change, de visite en visite, mais elle continue de jouer l'alternative. Il s'y trouve vif et incessamment noué, lié, le réseau de la pauvreté. Il s'y trouve en acte un principe communautaire. Tout se partage par nécessité et naturellement. La calèche, le taxi, la table, la carte téléphonique. On divise la norme moderne et internationale jusqu'au détail, jusqu'à la portion qui la rende acceptable, accessible, possible. Marrakech, ville qui, dans sa pauvreté vivante, conserve son âme. Elle dit plus que la résistance, l'alternative. Une voie possible qui ne soit pas celle de la soumission à la loi du monde, lorsque telle loi est une hégémonie qui nous échappe et dont vous subissez le joug. Dimanche 28 février. Arrivé à l'ouverture vers 8h30 au Palais Badi. À l'intérieur de l'enceinte, avec la fraîcheur du matin et la limpidité de la lumière, j'ai le sentiment que je pénètre dans un autre monde. Un monde où règnent les oiseaux. Ils sont les souverains de ce domaine. Des dizaines de cigognes immobiles sur les larges rebords des hauts murs. Entendant le claquement de leur bec, qui rappelle le bruit d'une mécanique archaïque, témoin des premiers moteurs, tel bruit me rappelle irrésistiblement le souvenir des pompes mécaniques du Nil, au sud de l'Égypte, dans le nouveau pays des Nubiens, à l'ouest d'Assouan. Pompes que je retrouve dans les romans nilotiques du Soudanais de Londres, Tayyib Salah. Dans quelle mesure cette évocation correspond-elle à la vérité ? Dans quelle proportion fut-elle fabriquée ? C'est ce que je ne pourrais vérifier et que je ne ferai pas. Je ne saurai jamais si cette apparition est vérité ou mensonge, souvenir ou fantasme. Où commence le souvenir ? Où finit le fantasme ? En sortant, je longe le chemin encaissé, entre de très hauts murs, vers la tour qui semble appartenir au Palais Royal. Au fond, une porte. Entre ses battants, la vision d'une rue en terre battue avec un marchand ambulant, vieux, guidant son vieil âne, lui aussi fatigué. De l'intérieur des vestiges du palais surnommé merveilleux, la misère d'une ville médiévale. Ce côtoiement de la merveille, du luxe, du confort et de l'extrême misère. Tout cela me transporte dans l'atmosphère des 1001 nuits et dans ces transfigurations sociales qui font valser les gens du plus bas au plus haut ou le contraire. Appel à la prière de l'après-midi. Je suis dans une ville où le miracle du concert des appels se réalise encore tous les jours. Je ne peux pas résister à ce chevauchement des voix où les commencements et les fins ne concordent pas.
Revisite du cimetière juif. C'est ici que je renoue avec la ville caniculaire dans la franche et aveuglante lumière de midi. Parmi les tombes, petites et grandes, déposées comme des valises dans un beau désordre, ce sont des morts qui sont prompts pour le départ, pour le déplacement. J'aime les stèles où brille la lettre hébraïque, éloquente ou maladroite. Enfermés dans l'enduit comme par inadvertance, débris, fragments de marbre irréguliers comme jetés là au hasard d'un geste. Mémoire juive de la ville qui n'est plus entretenue que par la présence des morts. Grand nom de familles juives qui rayonnent encore dans la lumière de midi, à l'ombre altière de l'Atlas, bannière de neige. Plusieurs bougies consument auprès des mausolées pour des saints, des rabbins éminents. J'ai prié dans l'intensité d'une requête créatrice. J'ai prié un saint juif dans ma prière personnelle, forcément marquée par un accent islamique déplacé. Marcher dans la ville dimanche à l'heure de la sieste, activité moindre. Revisiter divers quartiers, notamment celui qui prolonge la Médersa Ben Youssef, avec ses fondants investis par les artisans. Passer devant la fontaine et là, percé par le regard châtain et mobile de la brune à la peau lisse, à la nuque haute, à la djellaba turquoise et satinée, ombre qui scintille et qui vous invite par le regard. Retrouvailles avec le corps ancien et archaïque dans la parole analphabète. C'est une cure de se sentir porté par un tel peuple et de le porter à son tour sur ses épaules en tant que poète, à travers ses pérégrinations de par le monde. Fouler des lacis jusque-là jamais atteints. Être dans la certitude du passage. Ne pas buter sur le cul-de-sac. Cheminer dans l'étroit et à travers l'enchaînement du clair et de l'obscur, dans l'alternance entre les passages couverts par des poutres, des palmiers et des puits de lumière. Lundi 1er mai. La place, encore et toujours. Avec son peuple, ses parasols et ses bâches. Je retrouve le compteur des 1001 nuits en ce matin de mai, froid, nuageux. Dès le matin, le compteur déchaîné, lancé dans une histoire que je ne connais pas, dont j'ai perdu le souvenir, avec un cercle serré et bien fourni autour de lui. Comme toujours, exclusivement composé de mâles, beaucoup de gosses de 10-12 ans, tout à fait fascinés, subjugués. C'est l'histoire de bois, de forêts, de vergers, de jardins qui brûlent. Il est impossible de savoir qui est à l'origine de ces terribles incendies nocturnes. Le roi engage un gardien, héros du conte. Il se prépare à débusquer l'incendiaire en faisant le guet près de l'arbre seul unique rescapé de calcination universelle. Après la feinte d'un chat qui est monté dans l'arbre pour débusquer des oiseaux endormis dans leur nid, feinte qui a quand même abouti à la coupe du chat en deux, tant le gardien était vigilant et prêt à dégainer. Attention alertée par la consommation du kiff et du vin. Et il y a là un paradoxe que le conteur laisse en suspens. Et avec lequel il joue admirablement. Car il sait que le vin et le kiff dissipent plutôt la tension.
Mais peut-être ces produits préparent-ils à éveiller l'énergie imaginative. Peut-être est-ce avec une telle énergie qu'il aura à capter la présence du djinn qui va intervenir dans le conte. Peut-être vin et kiff ouvrent-ils la porte de l'occulte. Et aide-t-il le héros à affronter le djinn qui habite à l'intérieur de l'arbre et qui se révélera être le pyromane recherché. Dès sa première manifestation sonore, après celle du chat, le négro géant l'affronte, le menace, le défie, ce qui fait rire le djinn. Mais le géant lui assène un coup de sabre qui va le couper en deux, et au lieu que ce soit le sang qui coule, c'est une immense vapeur qui se dégage de cet être qui a été fabriqué à partir du feu, et non à partir de la terre comme l'homme. La moitié basse du djinn s'est immédiatement évaporée. Elle s'est fondue. Tandis que la moitié haute est montée très vite, se perdre dans les cieux. Et c'est là que le conteur s'est arrêté pour solliciter la générosité du public qui a de la difficulté à donner des sous. Et c'est là que j'ai quitté le cercle, laissant l'histoire en suspens. Je la retrouverai peut-être un jour si elle fait vraiment partie des 1001 nuits. Premier contact avec Dakar. La nuit glauque, enveloppe tiède et humide, ça vous met dans un engourdissement qui vous fait penser à la mer. Les premières odeurs huileuses et fortes. Dès la sortie de la douane, tu es entouré par une enceinte de mains noires qui voudraient te balloter au gré de leurs combines. Tu t'imagines comme un ballon en jeu d'une émulation orchestrée. Personne n'est venu te chercher à l'aéroport. Dans la nuit noire, en taxi jaune, courant dans la ville inconnue, elle aussi noire, très peu éclairée. Les taches de lumière rares sont jaunes. Étonnante sensation. Pour la première fois, je suis dans un lieu où la norme, c'est le noir. Des noirs partout, de toutes sortes. Déjà, un catalogue de faciès. Je suis comme blanc l'exception. Cela donne le vertige. Noir se promenant dans la nuit noire. Peu de silhouettes traversant en tous sens les rues désertes. La ville est peu fréquentée la nuit. Légère promenade sur la pointe des pieds à la corniche, entre les odeurs âpres des cheminées de restaurants. Vaguement l'odeur du poisson grillé traversant la nuit à l'air épais, palabre autour des taxis jaunes.
dans les voix saccadées et volubiles et comme proférant des propos que ne traverse pas le doute. Voix noire sur la corniche qui tourne, qui monte, qui descend, le bruit de l'océan si présent par ses parfums lourds et sa frappe lancinante, lascive, tranchante sur le roc, à contre-jour, par rapport au lampadaire, rapace nocturne, dans son envol superbe, ample, comme si c'était un manteau de plumes chaudes et riches, et bien choisi, en excellent état, courant la nuit noire de son ampleur brune et marron. Ça grésille, ça imite un grillon intermittent. Est-ce parole ou chuchotement, ou signal de rapace affirmant sa présence sur le très haut arbre accroché à flanc de colline, surmontant la route elle-même, accrochée à une falaise. Télévision et écran en grisaille dans la chambre blanche. Un bel homme jeune, prêche, glose, mélange l'arabe et le wolof, lui-même truffé d'expressions françaises pour mieux affirmer la profondeur de la parole, de la nécessité de transmettre le message divin révélé aux hommes. Première lueur du matin, le ray gris de l'aube passe par ma fenêtre. Je tire les rideaux, je me laisse prendre par le bruit de l'océan. J'entrevois la mer et la barque si étroite, si longue, à la proue pointue, glissant sur la surface très agitée de l'eau, comme si les profondeurs étaient traversées par des courants contraires. Le soleil vite venu dans le matin précoce et la matière tiède et enveloppante du temps, tout semble ici dorloter le corps, l'aisance des corps noirs, l'acquiescement naturel, le rire, la peur que les cœurs des noirs ne soient pas habités par la tristesse, c'est-à-dire cœur à l'abandon comme maison sans logeur, pour reprendre le soufi mélancolique. La mélancolie où la chercher dans le cœur des noirs. De l'inquiétude, j'en perçois dans les yeux des noirs. Par dizaines, les rapaces planent sur la ville en plein jour. Ils sont le reflet céleste de la foule, ou plutôt ce sont les anges troupes qui veillent sur la foule dans la ville, rapaces qui tissent les milliers de gestes qui se trament dans la ville. L'ombre d'un rapace gris-brun me passe sur la tête, me coupe le visage. Et maintenant, à l'instant où j'écris, dans la pénombre de ma chambre, un rapace vient de traverser le bref trajet de mon étroite fenêtre qui biaise avec l'espace. Comme quoi, tel rapace assiste à tous les événements qui se passent dans la ville, spectateur actif qui consigne sur le registre des actes tout ce qui se produit dans la ville. Ce sont bien les anges scripteurs, délégués par le tout autre, son œil omniscient, divisé en les multiples regards des rapaces. Que de tissus bariolés, l'odeur du poisson séché, sel et intensité marine, comme quintessence océane, comme tout le reste. Je ne sens pas l'odeur particulière des corps noirs, dissoutes dans la ville noire, dans la foule noire. Toute présence blanche dans la ville apparaît comme un reliquat de bêtises hégémoniques et exploitantes. La présence des femmes puissantes, autoritaires, actives, le bâton de siwak à la bouche, dents blanches, swingant dans le rire ou l'opulence. Bref, patronne au hasard,
de leur pouvoir. Leur ombre semble dire qu'elle est protectrice. La poussière me tient la gorge et la chaleur devient autorité unique et blanche, voilant le regard, linceul pour le corps en dérive. Là se traite aussi l'avenir du monde dans l'onde verte et sale qui se dessaisit de son appartenance océane. Fou, hilar, nombreux, l'un pieds nus, torse nu, barbe en bouche séparée, crâne rasé, marchant dans le tâtonnement comme pour mettre en évidence sa présence de par le monde comme bribe de songe. Tel autre fou clown, moins concerné par la concentration de la tristesse qui habite le cœur et qui constitue sa rupture d'avec le monde. Il rit, celui-là. Il porte le bonnet rouge et pointu ainsi que les babouches, démesurément longues et dressant leurs pointes vers le ciel. Accoutrement de clown qu'accompagne le rire de l'absence, ravissement à soi dans la clownerie qui, en travestissant la tristesse, la traduit mieux encore. Le souffle continu qui broie l'horizon de la ville. La présence du manioc dans le riz rouge. Le cérémonial du thé au goût saharien, thé cuisant 3 fois et dégustant les 3 étapes de sa concoction. Du goût de la colle noire au goût à peine plus clair au 3e passage, présence de la menthe au dernier passage. Beaucoup de sucre, cela nourrit et coupe l'appétit. Sortant la nuit, longeant le port qui est mitoyen à la gare, surprenant sur la pelouse un homme en train de pisser, espérant être caché par l'obscurité qui est en effet entière, à côté d'un autre tout blanc, tout de blanc, habillé, en train de prier, se prosternant puis s'asseyant sur les genoux et les talons tout en égrénant son rosaire, longeant le port, attendant le passage lent et poussif, grinçant d'un long train de marchandises qui semble être un rêve très ancien, ressorti de la mémoire, traversant enfin les rails après l'impatience attend, passant devant le club nautique, l'embarcadère pour l'île d'où partaient les esclaves vers l'Amérique après avoir été marqués à 7 heures. La guinguette tenue par la vieille française est fermée. Il faudrait chercher ailleurs pour qui voudrait se rafraîchir le gosier. Retour encore de l'autre côté de la clôture, longeant le port dans la nuit, ponctué ici par les taches jaunes que diffusent les lampadaires à l'échappée d'une musique rock et négro qui prendrait une allure de fuite hors de la scène d'un concert en plein air. Émanant de l'air qui succède aux vastes espaces occupés par la pompe à essence, passant entre les tables vides, les étals transformés en litières, palabres entre dormeurs gardiens qui accompagnent parfois des lampes à pétrole à la mèche déclinante, instable, déclarant une évanescente et parcimonieuse lumière, entre baraquements ouverts dans le tapage des propos de la bière accumulée. Bière sur bière, beaucoup de voitures à l'arrêt. C'est la sortie du samedi soir. Dans la portion très noire de ce quartier, voiture de police, à allure bonhomme, talkie-walkie, comme pour s'amuser ou jouer son rôle. L'enfant perdurant dans l'adulte, restaurant chinois comble, portes et fenêtres ouvertes, odeur de grillons envahissant la rue, brouhaha de la foule, vautrée autour d'assiettes qui devraient s'adapter aux grandes portions d'ici, en jonction avec un restaurant français tenu par un breton, épave de l'époque des colonies, frôlant l'amas des ustensiles en paille tressée, agglutinés à la clôture du marché à cette heure fermée et abandonnée au deuil de la nuit dont la ténèbre couvre, efface le signe avant d'aborder au tournant un autre restaurant français à l'allure chic mais vide,
annonçant des arrivages de France de fruits de mer. Quelle aubaine pour je ne sais quel nostalgique, aveugle, autre espace vide que tel bar américain devant l'hôtel du marché qui semble être de passe, traversé par une effervescence de boxons. Ici, rien ne se cache, pas de pudeur pour le commerce du corps, pas de faux semblants, pas de façade, pas d'interdiction au racolage dans la plus haute obscurité, dans l'allée bordée d'arbres centenaires, portant les vastes nodosités des siècles. Les putes t'abordent, t'avancent leur bassin, te proposent tout par derrière, te sucer. Je ne suis pas malade, je te suce si tu as peur du sida. Dents à l'avant à intervalles comme racloir. Un blanc tout rouge petit d'un certain âge passe, jette un regard. Elle voit une juteuse affaire, elle s'isole avec lui dans le noir, le plus noir de cette rue, déjà ténébreuse. Comme un automate, l'homme du temps immobile avance vers son hôtel international. Traverser le hall, comptoir de la réception, chambre 10-28, monter l'ascenseur, 10e étage, retrouver sa chambre blanche. Pourquoi cette nuit les draps piquent-ils encore? Merci de nous avoir écoutés. Je voulais juste dire un mot. Je voulais remercier Abdelmalik d'avoir donné une voix, enfin d'avoir prêté sa voix à celle de mon père, Abdelwahab Medeb, qui nous a quittés il y a 5 ans. Il est parti en novembre 2014. Donc c'était très important pour nous de vous faire partager ces carnets qu'il écrivait à la main, des petits carnets quand il partait en voyage, sur un coin de table. Il passait des heures assis dans une mosquée, dans un café, et il prenait des notes. Voilà. Donc on a transcrit ces carnets. C'est ma mère Amina qui est là ce soir, qui a eu cette initiative. Il nous a laissé des centaines de carnets, des voyages dans des villes dans le monde entier. Et grâce à Abdelmalik, on a pu marcher sur les pas d'Abdelwahab ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à Alejandro Sanzant Escobar qui nous a permis de voyager dans les sons de toutes ces villes et qui a fait cette composition originale d'électroacoustique. Merci à tous. Et j'oubliais, merci à Michel Portal qui nous a donné quelques compositions originales qu'il a composées pour mon père suite à sa disparition et qu'on a utilisées dans le spectacle. Bonne soirée.